Je suis allé à l'avant et puis il y a une grosse vague un peu plus que d'autres et ça m'a arraché, ça m'a fait tomber dans la voile qui m'a poussé dans l'eau et puis voilà. Et là j'ai passé 40 minutes dans l'eau où il se passe un peu beaucoup de choses dans la tête et heureusement il m'a trouvé au bout de 40 minutes, il a pu me remonter à bord, on a continué notre régate et le lendemain on a fini, on a gagné l'étape. Ça va sûrement pas être simple mais lâche pas parce que si tu as envie tu vas arriver. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Sam Goodchild est un skipper professionnel qui va prendre le départ en novembre 2024 du Vendée Globe, la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Dans cet épisode, on parle de l'importance d'être polyvalent, d'un appel de Netflix et d'un passage par-dessus bord qui aurait pu très très mal finir. Excellente écoute à vous. Eh ben écoute, bienvenue Sam sur le podcast. Je suis super content de te recevoir pour un épisode qui promet d'être intense. On va parler voile, on va parler solitaire, mais pas que. Très certainement qu'on va parler de résilience, puisque ça c'est quand même tu vas nous en dire plus évidemment, mais c'est quand même, j'ai l'impression, le fil rouge de ton parcours jusqu'à présent, la résilience, la capacité à rebondir. Mais quoi qu'il en soit, je suis super content que tu aies pu trouver du temps pour venir nous raconter un peu ton parcours sur les frappés. Ben, merci Loïc, merci pour l'accueil aussi chaleureux et j'ai hâte d'échanger aussi. Un grand merci d'ailleurs à Marie, auditrice du podcast, qui nous a mis en relation. Ouais, effectivement, merci Marie. Sam, la difficulté avec des invités de ton pédigré, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a déjà, donc tu es né en 89, donc tu as 1 an de plus que moi, mais j'ai l'impression que tu as 15 vies de plus que moi par contre. Il y a déjà tellement de choses que tu as fait, que ce soit ton enfance, tu as grandi sur un bateau, c'est Grenade, c'est ça? Les îles Grenade? L'île Grenade? On a passé 8 ans sur le bateau à un peu 8 ans, ouais. bouger et puis on a passé 7 ans à Grenade, en bonne partie dans une maison. Donc oui, j'ai une passeport de Grenade, on va dire. Donc c'est là où Yes. je suis le plus lié. Ouais. Donc entre l'enfance, le retour en Angleterre, un peu brutal, dans l'internat, toutes les courses, auxquelles tu as déjà participé, les nombreuses galères que tu as eues, voilà, le challenge en fait, c'est d'arriver à trouver un angle pour pas qu'on y passe, 5 heures parce que je pense qu'il y a largement de quoi faire une longue conversation. Et il se trouve que, bah, on est sur le podcast, de la résilience et du dépassement de soi, donc c'est l'angle, que je te propose pour cet échange, qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail sur certaines expériences, marquantes de ton parcours. Et la première, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, ou alors attends, non, on va faire avant ça quand même, parce que moi je prépare l'épisode depuis un petit moment, donc je commence à un petit peu connaître ton parcours, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore très bien, qui nous écoutent. Donc avant ma première question sur la résilience, ce serait peut-être comment est-ce que toi tu te présentes avec ces 15 vies que tu as déjà eues? Ouais, bah, c'est sûr que ça dépend un peu de la scénario, mais rapidement, donc je suis Sam Goodchild. J'étais né en Angleterre avec des parents anglais, mais j'ai parti de l'Angleterre assez rapidement pour habiter sans bateau. On a passé pas mal de temps aux Antilles. Donc j'ai grandi aux Antilles sans bateau et puis sur l'île des Grenades jusqu'à 15 ans. J'ai fait l'Éternat et puis un peu avant, mais à 18 ans, j'ai touché un peu pour la première fois le monde de course au large et le projet de Vendée Globe. Et voilà, j'avais trouvé une envie de faire ça à ce moment-là et je n'ai pas lâché l'affaire depuis. Donc ça fait à peu près 15 ans. Et là, je suis à 10 mois à peu près de ma première Vendée Globe si tout se passe comme prévu. Waouh! J'écoutais ce matin le podcast que tu as fait avec Fortitude, où tu parlais aussi de ce Vendée Globe. J'ai vraiment l'impression que c'est il te posait une question sur finalement. Alors, il a une approche très philosophique, Nicolas de Fortitude. Donc, il te posait une question sur, je ne sais plus exactement comment il l'a formulé, mais
Globalement, est-ce que tu réfléchis au Sam que tu seras demain ou au chemin parcours, et cetera? Et ta réponse, c'était, qu'en fait, dans toutes les décisions que tu prends, il y a une chose qui entre en compte, c'est est-ce que ça te permet de te rapprocher du goal du Vendée Globe, ou pas? Et du coup, moi, la 1re question que j'ai envie de te poser, c'est, ce Vendée Globe, quelle signification est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce qui représente pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente cette course? Bah, c'est pas si simple que ça, mais d'une manière, rien de tout. C'est-à-dire, j'y pense pas tous les jours en disant: «Bah, j'imagine moi sur le Vendée Globe, ça serait comme ci, ça serait comme ça». Mais d'une autre manière, tout, parce que honnêtement, ma vie, il est comme il est aujourd'hui, aux cause de cette quête pour le Vendée Globe. J'ai décidé que je voulais faire ça et quand j'avais, on va dire, 16-17 ans et depuis, à chaque fois que j'ai un choix à prendre dans ma vie, je prends ça dans un sens de qu'est-ce qui va me rapprocher au Vendée Globe? Donc aujourd'hui, j'habite en France. Ça c'est parce qu'en 2014, je me suis trouvé à un moment où je savais plus trop quelle était la prochaine échéance. Donc j'ai dit, bah, le meilleur endroit pour y être, c'est Lorient, parce que c'est là où il y a 90% de projets Vendée Globe. Donc je me suis installé à Lorient et ben voilà, j'y suis avec, avec une famille, avec un travail, etc. Et donc, il y a plein de choix comme ça dans ma vie où je me trouve là où je suis aujourd'hui, au cause de cette quête de Vendée Globe. Donc, dans le quotidien, j'y pense bah, aujourd'hui beaucoup parce qu'il arrive dans 10 mois. Mais dans le quotidien, normalement, j'y pense pas trop. Et puis, en même temps, je suis qui je suis au cause du fait que j'ai jamais lâché l'affaire. Mmh. C'est quoi ton souvenir de cette première découverte de ce qu'est le Vendée Globe? Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti et ce qui t'a fait dire peut-être à ce moment-là, «Un jour, je prendrai le départ de cette course»? Bah, il y en a plusieurs. La première, c'est en 2004. On était à Grenade, du coup, de là où j'habitais. On avait eu une cyclone qui a un peu détruit l'île. Et bah, pendant ce cyclone, on s'est caché à l'intérieur de la maison. Et je me commençais à lire des magazines de mon père, donc des Yachting World, des Yachts and Yachting, un peu des magazines anglais de la voile. Et là, c'est le Vendée Globe 2004 qui s'approche et il parle des skippers anglais et le Vendée Globe 2004. Et je dis, bah, ça a l'air dingue, j'ai envie de faire ça. Et je pense un peu la réaction de gens autour de moi, c'était, bah non, c'est pas possible. C'est complètement fou ça, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Ou peut-être pas dans ces mots-là, mais en tout cas, c'était le sentiment que j'ai eu. Et donc moi, j'étais un peu, ben, ok, j'accepte le défi, c'est parti. Et puis l'autre moment très très marquant, c'était en 2008, donc 4 ans plus tard. Je me trouve comme équipe technique, donc juste le petit main qui aide Mike Golding, qui prépare son Vendée Globe en 2008. Et je me trouve à faire la descente de chenal de Sable d'Olonne. Donc c'est assez impressionnant comme atmosphère. C'est une chenal qui doit faire un peu plus d'1 kilomètre de long. Et le matin de départ de Vendée Globe, ben, c'est noir du monde. On voit pas des bâtiments, on voit rien. On voit juste du monde. Il y a, je pense, pas loin d'1 million de personnes qui descendent pour cette sortie de chenal. Et Waouh! j'ai fait ça sur son bateau. Donc j'ai eu le sentiment de cette amphithéâtre et cette émotion tellement chargée. Et ça m'a touché tellement fort que j'ai dit, ben, moi, j'ai envie de revenir en étant celui qui revient pas. Génial. Donc si on fait un passage rapide sur ton enfance, donc tu le disais, tes parents, ont pris la décision de quitter l'Angleterre, je crois que ton papa est parti pour une transat, tu étais pas encore né, c'est ça? Et vous l'avez rejoint avec ta maman, quand tu avais 2 mois? Ouais, bah, pour faire vite fait, c'est mon père, il tenait un bar de vin, dans l'Algarve, au Portugal. Donc ils sont Ah OK. d'origine d'anglais, mais on a très peu habité en Angleterre tous. Et en fait, ils avaient tous les épargnes dans une banque en Islande qui a planté dans les années 80, donc ils ont perdu tous les épargnes. Donc ils se sont retrouvés avec un bateau et un bout de terrain. Ils venaient soit on vend le bateau, on construit une maison, soit on vend le terrain et on va naviguer. Donc voilà, ils ont pris option 2. Et donc ma maman était enceinte avec moi, mon père il est parti avec le bateau aux Antilles, ma maman elle a eu moi et puis elle est partie dès que j'étais capable de prendre l'avion quelques semaines plus tard pour le joindre aux Antilles. Donc ça, le fait de vivre sur un bateau, c'est devenu ton quotidien pour, en fait, toute ton enfance et ton adolescence. Je te disais, moi, je voulais qu'on prenne peut-être l'angle de la résilience, de cette capacité à,
bah, gérer son quotidien, son challenge, quel qu'il soit, pour le reste de l'échange. Le premier, si j'ai bien écouté ce que tu disais sur le podcast de Fortitude et ce que j'ai pu lire ailleurs, le premier vrai challenge pour toi, ça a été finalement, alors j'allais dire le désenracinement, enfin le fait que tu es passé d'un quotidien qui était le tien dans les Antilles, voilà, avec, vous bougiez tous les X mois, tous les 6 mois, si j'ai bonne mémoire, à tout d'un coup être catapulté en Grande-Bretagne, en internat, un endroit où tu connaissais globalement bah, pas grand monde, et où le rêve de tout le monde, c'était en fait d'avoir la vie que toi, tu avais avant finalement, c'est-à-dire dans les Antilles. Ouais, oui, bah, c'est sûr que c'était le 1er moment. Après, ce qui est drôle avec ça, c'est que c'est moi qui l'a demandé, dans un sens. C'est nous, on était dans des conditions pas exactement idéales aux Antilles. Après le cyclone, on faisait l'école dans le parking de l'école, dans des tentes UNICEF. Voilà, c'était pas idéal pour faire l'école. Et j'ai entendu des copains qui sont finis dans un internat en Angleterre et j'ai dit à mes parents, mais en fait, ça a l'air sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ils ont dit, bah, en fait, on n'aurait jamais pensé de t'envoyer le côté du monde comme ça, mais si ça te plaît, bah, on s'est renseigné. Donc, ils sont allés renseigner, ils ont trouvé cet internat bah, pas loin d'Oxford, au milieu de l'Angleterre, donc c'est-à-dire le plus loin de la mer que possible. Euh, et voilà, ça s'est bien matché. On a trouvé un ou deux autres familles qui avaient des Antilles, des enfants qui sont grandis aux Antilles aussi. Donc, c'était un peu, ça faisait un petit lien. Je n'étais pas tout seul, mais à part ça, je connaissais personne. Et donc, je me suis trouvé là-bas et au moment où j'ai pas trouvé ça dur particulièrement. Mais ce qui me rend compte après, c'est que le nombre de choses que j'ai appris à ce moment-là sont énormes. De se trouver à 15 ans, loin de tout, un peu Mm. tout seul, à dire, bah, en fait, si tu as envie de naviguer, il faut se débrouiller. Donc, tu prends ton vélo, tu vas à le club de voile et bah, tu vas pas, t'as pas l'argent pour acheter un bateau, mais tu vas bien trouver des gens qui veulent t'aider. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et tout ce que j'avais envie de faire, c'était ma permis de conduire. J'ai demandé à mes parents, ils ont dit oui, oui, bah, on va attendre que tu es un peu plus vieux. Et je dis ok, bah, je me débrouille tout seul de coup. Et puis après 3 mois, ils ont compris que c'était mieux de m'aider que, que pas m'aider. Mais voilà, c'est sûr que j'ai appris pas mal de choses entre ces 15 et 18 ans où j'ai appris que en fait, si tu as envie de quelque chose, tu as envie d'aller vers quelque part, bah, il faut le faire. Mais on peut pas attendre les autres de le faire pour soi. Ouais. Si je me trompe pas, c'est aussi à ce moment-là, que la possibilité un jour de vivre de ta passion qui est donc, bah, qui était déjà la voile, c'est à ce moment-là que c'est devenu plus ou moins une réalité, que tu t'es rendu compte et j'aimerais bien que tu nous racontes peut-être le contexte dans lequel c'est arrivé, que tu t'es rendu compte qu'on pouvait devenir, marin, skipper, navigateur professionnel et vivre de ça, en fait? Ouais, exactement. Donc en Angleterre, il y a beaucoup le système de voile pour aller au jeu. Donc les petits bateaux, on navigue beaucoup. Et moi, je suis arrivé à 15 ans à faire ça. Et en fait, je me trouvais dépassé parce que tous les autres jeunes de mon âge, ils avaient fait ça depuis 10 ans. Et moi, j'étais plutôt le bateau habitable, les gros bateaux sur lesquels eux, ils avaient jamais navigué. Donc, je me suis trouvé aller vers un sens où j'étais un peu plus à l'aise sur le plus gros bateau. Et donc, il avait une académie qui était montée pour aider des jeunes à naviguer sur le gros bateau, entre guillemets. Donc, trouver des propriétaires qui cherchent les équipages et trouver des jeunes motivés pour le mettre ensemble. Et à un moment donné, l'équipe d'Alex Thompson, sponsorisée par Hugo Boss, ils avaient dit que nous, on a un bateau qui va faire un tour du monde avec plein d'escales pour aller voir tous les bureaux et des magasins Hugo Boss autour du monde. Et sur chaque une des grosses étapes, on va inviter 2 personnes de cette académie pour venir découvrir le course au large. Et donc, moi, j'étais toujours à l'école, j'avais 17 ans. Et j'ai fait une application et on m'a demandé de venir faire la Transat, qui était, je sais pas, en mai 2007, du coup. Où on est parti de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, pour aller à Halifax, au Canada. Et voilà, donc ça, c'était ma première touchée à cette équipe de voile, où j'ai découvert tout un autre monde de gens qui faisaient ma passion et ils étaient payés pour. Je dis, ah, bah, génial, je vais pas arrêter l'école, je reste avec eux, c'est top. Et ça s'est pas passé tout à fait comme ça, mais en tout cas, j'ai découvert ce monde à ce moment-là. Excellent, excellent. Hem Si on fait à nouveau une sorte de fast forward, aujourd'hui, donc, bah, clairement, ça fait quoi? Une quinzaine d'années, peut-être un peu plus que tu es, navigateur pro?
Bah, depuis 2008, donc depuis que j'ai fini mon bac, j'ai commencé ça, ouais. OK. Tu dirais que ça a été quoi peut-être les grands jalons du parcours, les grands milestones, par lesquels, tu es passé avant de enfin, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Honnêtement, c'est dur parce que à chaque fois, j'ai fait quelque chose. Parfois, j'ai fait des navigations ou des projets où j'étais pas payé pour quelque chose, qui était vraiment pas très intéressant, et d'autres moments où j'étais payé pour faire des trucs exceptionnels. Mais je me dis à chaque fois, il m'a apporté énormément. Soit c'est un contexte, soit c'est une expérience, soit c'est, des contacts humains avec des gens qui m'ont aidé ou qui m'ont suivi ou qui m'ont, soutenu, le reste de ma carrière, et essayer de retrouver un, parfois, ils sont hyper médiatiques et on dit que, bah, ouais, ça doit être génial, et puis ce n'est pas le cas, et inversement, parfois, c'est pas du tout médiatisé, mais ça m'a apporté tellement que c'est impossible à compter. Donc essayer de dire que quel moment m'a apporté le plus, c'est assez dur. Je pense que l'époque de Figaro, on en parle dans notre monde de course au large, on parle de Figaro comme un peu de l'école de la course au large, et ça, c'est vraiment le cas. C'est que c'est des petits bateaux où on se trouve contre un peu le meilleur de notre monde de la voile, et on apprend très vite de nos erreurs parce qu'on a 40 bateaux sur la ligne de départ, donc dès qu'on fait un petit erreur, bah, en fait, on se fait doubler ou on se fait passer ou on va moins vite, donc on apprend plein de choses. Et puis, en fait, ce que j'adorais d'apprendre de tout ça, c'était justement ce que je viens de dire. Mais en fait, ce que j'ai manqué, c'est de naviguer avec les autres, parce que pour apprendre, il faut quand même naviguer avec des gens expérimentés. Donc, après ça, j'ai pu naviguer avec pas mal des gros bateaux, avec des équipages, avec des gens hyper expérimentés, où j'ai appris énormément aussi. Donc voilà, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais honnêtement, c'est hyper dur à dire, bah, c'est Ouais. ces moments-là où, même si c'était médiatisé ou pas, c'est vraiment dur de dire, bah, c'est ces moments-là où j'ai progressé le plus, ou m'a impacté le plus. Ton parcours dans l'univers de la voile, tu dirais qu'il est, évidemment chaque parcours est différent, mais, est-ce que globalement les gens que tu retrouves au niveau auquel tu pratiques aujourd'hui, ils ont un parcours un peu comme le tien, finalement touche à tout, qui ont navigué sur plein de bateaux différents, plein de tailles de bateaux différentes, en solitaire ou pas, au large ou pas? Ou est-ce que tu es un peu, ou est-ce que finalement tu un peu à part et les gens ont généralement justement ces fameux milestones, tu vois, des étapes un peu obligées, le Figaro, la Mini Transat, puis après tu passes à autre chose, heu, ou pas? Euh, Ouais, ouais, c'est sûr que comme tu dis, il y a pas vraiment un typique. Il y a pas, bah, le navigant, il vient de là, mais c'est sûr que j'ai pas encore croisé quelqu'un qui a le même parcours que moi, ça c'est sûr. En partie de ça, c'est que je suis un anglophone et j'ai navigué avec 80% des Français. Donc oui, oui, c'est un peu atypique. Après, je pense que ça m'apporte énormément aussi d'être le plus polyvalent que possible, d'avoir navigué sur autant de supports avec autant de gens et autant de cultures différentes, et voir leur manière de faire et leur façon de faire, et pouvoir faire un peu ma sauce à moi-même, ce que j'aimais, avec les Anglais, les Espagnols, les Français, etc. Donc, c'est sûr, c'est assez polyvalent, entre guillemets, par parcours, parce que c'était pas que de course au large finalement. J'ai fini par faire pas mal de petits parcours en petits circuits pas plus proches de la côte, qui m'apportaient énormément aussi. Donc, c'est sûr que c'est un peu atypique, mais ses avantages aussi. Aujourd'hui donc tu fais quasi exclusivement, de la course au large, si je me Oui, trompe pas? oui. C'est ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as évolué plutôt vers ça? Alors tu me disais un peu plus tôt que le Vendée Globe, voilà, c'est vraiment c'est le ce que tu as en ligne de mire, c'est ce qui drive un peu tout le reste. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons, peut-être, je sais pas, en termes d'émotion, de ce que tu trouves, en termes d'intensité, tu vois, de l'expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que le Vendée Globe qui fait que tu es allé de plus en plus vers, de la course au large plutôt que, des courses plus courtes, proches des côtes? C'est sûr que, ce que j'ai appris un peu en écoutant tes podcasts, c'est cette envie, c'est de dépasser, et c'est mettre des défis, des challenges, c'est lancer dans un truc où en fait on ne sait pas comment on va arriver. On a dit, bah, je sais pas si c'est possible ou capable, ou si je vais arriver, mais je vais le déconstruire en petits morceaux et je vais arriver parce que les autres ils arrivent, donc voilà, je suis capable. C'est sûr que ça me motive énormément, même dans le quotidien de ce que j'ai fait. J'aime bien quand c'est pas forcément facile, il faut se challenger. Donc,
c'est sûr que ça fait partie des courses larges. C'est que je pense que si on fait un sport où il faut perfectionner et faire exactement la même chose 1000 fois par jour jusqu'à on est parfait et on peut faire ça dans le sommeil, ça me motive, ça m'intéresse moins qu'aller dans l'inconnu. Hmm. Je vois, ouais, cet appel de l'adversité, en fait, finalement. Oui, 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 c'est sûrement ça. C'est sûrement un peu ça. Ouais. Ouais. Euh, Quand je préparais l'échange, je suis allé regarder du coup pas mal de contenu vidéo. Et là, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, alors c'était surtout des vidéos où on te voit naviguer sur des bateaux IMOCA. Donc IMOCA, tu me dis si je me trompe, en gros, c'est des bateaux qui font 60 pieds, c'est ça? Donc un peu moins de 20 mètres? Exactement, ouais. Ouais. Donc, ils sont des bateaux. Historiquement, d'ailleurs, c'est les bateaux du Vendée Globe. C'est ça, ils sont associés à cette course. On ne les retrouve pas que sur le Vendée Globe, mais historiquement, c'est des bateaux qui ont été pensés pour le Vendée Globe. Ouais, donc le Vendée Globe, il arrive tous les 4 ans. Le Vendée Globe, il y a qu'une classe, c'est l'IMOCA. Et donc, c'est un peu notre Jeux olympiques ou notre Everest. C'est l'événement phare de notre circuit. Donc, tous les bateaux sont un peu conçus pour le Vendée Globe. Donc, comme tu disais, on n'est pas que sur le Vendée Globe, mais il n'y a que les IMOCA sur le Vendée Globe. D'accord, ouais. Ok, ok, ok. Donc, ils sont vraiment des bateaux taillés pour la course. Et je regardais des vidéos sur ta chaîne et un truc qui m'a. Enfin, d'ailleurs, sur plusieurs vidéos hein, qui marquent vraiment, c'est que en fait, on se rend compte que c'est juste des coquilles vides. C'est-à-dire qu'il y a zéro confort. Enfin, j'ai l'impression, hein, tu vas me dire, mais c'est complètement nu. Ça résonne un truc de fou. On entend. Bah d'ailleurs, on entend. Je vais mettre le son maintenant pour que les gens se rendent compte. Et on se retrouve juste après. Quand tu entends cet extrait de ta vidéo, qu'est-ce que ça te fait dire? Qu'est-ce que ça montre, d'après toi, de cet univers de la voile à très très haut niveau? Ah bah, en fait, ce que ça montre, c'est qu'on peut s'habituer à tout. Qui est un peu le problème. Et moi, si, en fait, ça me fait penser que ma première navigation en IMOCA, c'était il y a un peu plus d'un an. C'était en novembre 2022, si je me trompe pas. Waouh, Euh, seulement? en IMOCA foil, en tout cas, parce que Ok. on va pas aller trop technique, mais il y a des foils qui ont rajouté sur le bateau il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 7 8 ans maintenant. Et en fait, ça change beaucoup la donne. Donc, il y a beaucoup plus de bruit, c'est beaucoup plus violent. Et ma première navigation, je me souviens que c'était assez impressionnant. Et même moi qui ai navigué un petit peu quand même, ça m'a quand même assez choqué le bruit qu'il y a et le violence du bateau. Euh, et c'est sûr que c'est pas normal. Ouais. Mais on s'habitue à tout. Et le bateau, c'est vrai, c'est vraiment, c'est juste des coquilles. Il y a rien dedans. On cherche le bateau le plus léger que possible. Donc, tout ce qu'on prend, il faut qu'il ait une raison d'être là. Et voilà, donc ça impacte pas mal de choses. Après, en disant ça, on apprend petit à petit que la façon d'aller vite, c'est aussi le confort. Donc, il faut pas non plus. Il faut arriver à dormir, il faut arriver à se reposer. Et donc, petit à petit, on met de plus en plus de confort à bord, mais c'est tout relatif. Hein. On Ouais. est dans des palaces, mais on a des sièges un peu formés à notre dos pour qu'on arrive à se reposer bien. On a des matelas qui sont bien épais. Mais c'est sûr, à part ça, le bateau, c'est vraiment, il y a les coquilles de la structure, des voiles, et puis c'est tout. Je parlais de ça justement avec une invitée récemment, Sacha Lagnès, qui a terminé il y a quelques mois la Mini Transat et qui nous expliquait un peu ce qu'elle avait vécu. Parce que, alors là, je vais faire comme si j'y connaissais quelque chose, mais techniquement, je te l'ai dit avant, j'y connais pas grand-chose. Mais qui nous expliquait qu'elle avait pris une route très au sud pour aller chercher les alizés et qu'en fait, pendant plusieurs jours, ça avait été extrêmement intense parce que les vents étaient très 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 forts et il y avait une houle qui était pas, enfin qui était, bref, une houle, une mer très formée aussi et qui expliquait qu'elle dormait en gros par tranche de 5 à 10 minutes maximum. Et au total, la transat, donc vraiment du large de l'Afrique jusque, c'était la Martinique, la mini-transat, ouais, la Martinique, ça a duré 15 jours. Et c'est super impressionnant d'entendre quelqu'un te dire ça, tu vois, qu'elle a dormi finalement par tranche de 5-10 minutes sur 15 jours, parce que ça tapait de partout, que c'est des petits bateaux très, très pareil là aussi typés pour la course.
Donc toi, quand tu pars, alors là, ça va être une question un peu générale parce que tu as déjà fait tellement de courses, au large, mais quand tu pars sur des courses, on va dire, vraiment longues, c'est quoi toi ta stratégie, ton approche justement par rapport à ce que tu viens d'évoquer sur, le sommeil, le repos? Où est-ce que tu mets le curseur entre, là je me mets dans le rouge parce qu'il faut absolument, gagner de la distance par rapport aux concurrents et là j'ai atteint la limite, je dois coûte que coûte, me reposer. Comment tu l'évalues, ça? Bah, c'est justement tout l'enjeu de la course au large, c'est à décider et choisir à quel moment, il faut mettre le curseur à quel endroit. Mais, et quels sont les gains et quelles sont des pertes de se mettre dans le rouge maintenant. Après, ça dépend beaucoup de la longueur. Quand j'ai fait des Figaro, une régate, ça durait 3-4 jours. Et on pouvait se permettre de dormir qu'une heure et demie, 2 heures dans 24 heures sur ces régates-là. Par contre, quand on parle des transats, il faut dormir quand même pas mal plus. Nous, on vise entre minimum 3 heures, idéalement 5 heures dans une période de 24 heures. On OK. n'arrive pas toujours, mais ça, c'est en temps cumulé. Donc voilà, c'est essayer de optimiser le sommeil pour faire en sorte que ces 3 heures à 5 heures sont le plus efficaces que possible. Donc un sommeil profond plutôt qu'un sommeil léger, etc. Mais, ouais, il n'y a pas une façon de faire. Par moment, on peut dormir à plus que 5 heures parce que les conditions sont stables et tout va bien. Et par d'autres moments, on est obligé de se mettre un peu dans le rouge pour réparer quelque chose ou pour essayer de passer un moment un peu dur. Donc, c'est vraiment s'habituer à ce qui se passe autour de nous. Et ouais, c'est pas si simple que ça de dire la routine classique, c'est ça. Et c'est justement Ouais. ça qui fait en sorte que c'est pas si simple. Et ça, tu peux le préparer, dans une certaine mesure à terre? Ou c'est vraiment que l'expérience en mer qui te permet de devenir encore meilleur dans ta gestion du sommeil, du repos? Bah, un peu les 2. Moi, j'ai travaillé avec une spécialiste de sommeil, qui est une spécialiste de sommeil à Annecy, qui fait pas que des sportifs, mais aussi des gens avec les troubles de sommeil. Mais lui, il travaille avec des sportifs depuis longtemps et notamment des gens de course au large. Et on travaille avec lui pour essayer d'optimiser le sommeil. Et en fait, l'axe de travail vraiment, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on dort, on tombe dans un sommeil profond rapidement. Mmh. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est s'apprendre à s'endormir ou pas. Ben, moi, j'ai la chance de ne pas avoir trop de soucis à s'endormir. Mais c'est sûr que ce sommeil est vraiment profond et que moi, je peux faire en sorte qu'en mer, chaque fois que je vais m'allonger, c'est efficace et je ne perds pas de temps à m'allonger pour rien. Et ça, tu arrives à le faire aujourd'hui? De t'endormir rapidement et que ce soit un sommeil, hyper qualitatif? Ça va de mieux en mieux. C'est le dernier regat que j'ai fait, j'ai eu quelques problèmes de sommeil, j'y arrivais pas. Pour des raisons différentes et variées, mais ce qui est bien, c'est qu'on apprend par ces moments-là. Ouais. Et donc, on a fait un débrief. J'avais fait 3-4 jours de la transat avec un enregistrement de sommeil avec moi. Donc voilà, on débrief ça et puis on va pouvoir un peu adapter ce que j'ai fait bien et pas bien. C'était une transat qui a duré un peu plus de 10 jours. Donc il y a la moitié qui a bien passé et l'autre moitié qui a moins bien passé. Donc voilà, il y a des choses à apprendre de ça. Et puis la prochaine qui soit dans le mois de mai, on soit prêt pour ça aussi. Yes. Excellent. Je serais partant pour que tu nous racontes une petite histoire, l'histoire de ce qui t'est arrivé, parce que j'ai l'impression qu'elle a été assez marquante, de ce qui t'est arrivé en 2012, tout début 2012 ou toute fin 2020, tout 2011 d'ailleurs, je faudra que tu me dises, j'ai pas Le réussi à trouver 30, l'info exacte. 30 décembre, ouais. Le 30 décembre, OK, donc toute fin 2011 entre Le Cap et Wellington. Ouais, 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 oui. Bah, j'avais peur que tu allais sortir celui-là en écoutant le podcast avec Nico. Mais oui, oui, donc on était. Bah, il faut juste mettre peut-être un petit peu de contexte, c'est-à-dire que j'ai fait la Transat Jacques Vabre en novembre de cette année-là. Et une semaine après le départ, on a cassé le bateau. Donc, on est arrêté aux Azores. Et j'entre à la maison. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai un appel en disant: Ah, bah, Sam, c'est Conrad. Je suis en Afrique du Sud. Je pars pour le deuxième étape de le Global Ocean Race, donc un tour de monde en étape, de Cape Town jusqu'au Wellington en Nouvelle-Zélande. On part ce week-end, en gros, en 4-5 jours. Est-ce que tu es dispo? Je connaissais pas Conrad. Et donc, j'ai dit oui.
Ouais, j'arrivais 48 heures avant le départ et puis on est parti dans la mer du Sud pour faire, 1 mois en mer et donc ça s'est plutôt bien passé. On était en tête et 2 jours avant l'arrivée ou la veille de l'arrivée, j'ai tombé à l'eau. Donc j'étais en quart, j'étais à la fin de mon quart, donc je suis descendu manger et puis, Conrad, il monte sur le pont et le vent, il monte rapidement. Donc il dit: «Bah, Sam, là, il faut qu'on change de voile». Donc, je dis: «OK, j'arrive» et je suis venu, pour essayer de faire ça rapidement. J'ai pas mis mon gilet de sauvetage, j'ai pas pris mon balise, j'ai rien pris du tout. Je suis allé à l'avant et puis, il y a une grosse vague un peu plus que d'autres et ça m'a arraché, ça m'a fait tomber dans la voile qui m'a poussé dans l'eau et puis voilà. Hem, la chance, c'est que quand elle m'a vu tomber, il m'a vu passer le cockpit à côté du bateau. Donc, il a vu que j'étais à l'eau, c'est déjà bien. Et là, j'ai passé 40 minutes dans l'eau, où il se passe un peu beaucoup de choses dans la tête. Hem, et heureusement, il m'a trouvé au bout de 40 minutes. Il a pu me remonter à bord. On a continué notre régate et le lendemain, on a fini, on a gagné l'étape. Et le lendemain, j'étais dans un avion pour rentrer à la maison. Donc c'était un mois très dense et très riche en émotions. Je ne suis pas quelqu'un avec beaucoup d'émotions, mais celui-là, c'était quand même un peu fort. Et voilà, donc j'ai énormément de chance d'être vivant, d'être là aujourd'hui. Euh, et je me compte hyper chanceux d'avoir vécu ça comme un rappel Mmh. t'es pas invincible, ça peut arriver à tout le monde. Parce que moi, clairement, à 21 ans, c'est ça, c'est arrivé aux autres, ça n'arrivait pas à moi parce que moi, j'étais trop fort. Et voilà, je me fais vite fait remis à ma place. Et, euh, et voilà, j'ai dois ma vie à Conrad aussi. Il faisait jour, j'imagine, quand t'es tombé à l'eau? Oui, donc il faisait jour. Il avait pas mal de mer et pas mal de vent, justement. Donc en fait, il- 2, 3 moments qui m'ont marqué le plus, il y a un moment où, en fait, moi j'ai tombé à l'eau et il m'a jeté un bout qui m'a passé à 2 mètres. J'ai arrêté vraiment pas grand-chose parce que le bateau il dérivait plus vite que moi. Et donc là, j'ai gardé un œil sur lui. Et en fait, lui, vu qu'on était en milieu de manœuvre, il s'est trouvé avec une voile à moitié en montée, une autre voile à moitié descendue, un peu un bateau en vrac. Donc, il avait une petite dizaine, 15 minutes juste pour essayer de tout mettre sous contrôle avant de pouvoir faire demi-tour et venir me chercher. Sachant que là, en même temps qu'il manœuvre et qu'il met le bateau au propre, il peut pas vraiment te lâcher du regard, non? Bah, il n'a pas pu me garder le regard. Après, il a pu prendre telle position sur laquelle je suis tombé. Ça, il a fait par réflexe. Donc, il a passé 10, 15 minutes à essayer. Il ne pouvait pas me lâcher le regard, mais moi, j'ai pas lâché le regard en tout cas. Et puis, à un moment donné, j'ai tombé à l'eau habillé complètement. Et donc, ça a flotté au début. Et puis, petit à petit, ça remplissait d'eau. Et donc, ça me tirait vers le bas. Et donc, j'ai décidé que j'allais enlever les vêtements pour que je pouvais nager plus facilement. Et à un moment donné, c'est un smock, donc il n'y a pas de voiture à l'avant, il faut passer au-dessus de la tête. Et j'enlève et je sors ma tête et je ne vois plus. Et là, il n'y a pas de soleil, donc j'ai pas la référence de où est le nord, où est l'est, où est le sud. Et là, je tourne en rond en mode panique complet en disant, bah, en fait, il est où? Et en fait, en creux de vague, on ne le voyait pas. Et en haut de vague, on le voyait. Et donc, je pense que j'ai passé un ou deux vagues où je regarde dans le mauvais sens au bon moment, donc je ne le voyais pas. Et en fait, je me suis dit, attends, si moi, je ne vois pas un bateau qui fait 13 mètres de long et 15 ou 18 mètres de haut, ah bah, lui, il ne voit pas ma tête qui fait 25 centimètres de haut. C'est impossible. Donc là, j'ai pris un énorme coup de foi en disant, bah là, en fait, c'est fini. Là, il ne me retrouverait jamais. Parce qu'au début, j'étais, ah, bah, il va juste faire demi-tour et venir me chercher. C'est un peu con, mais c'est parti, quoi. Et voilà, donc je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Et puis, à un autre moment où il revient sur la position et que moi, je cherche un peu dans l'axe de vent. Il fait des allers-retours en descendant sous le vent. Et à un moment donné, il me vise. Et pour moi, on se regarde dans les yeux. Et là, j'ai un énorme soulagement. Je suis sauvé, super. Heureusement, fin de cette histoire, c'est bon, il me jette un bout et c'est parti. Et là, il fait demi-tour et part dans l'autre sens. Il m'a pas vu. Et là, j'ai dit, oh, mais là, j'ai eu un deuxième moment de là, c'est fini. J'avais un couteau dans ma poche et comme ça, dire, bah, qu'est-ce qu'il faut faire avec le couteau? Parce que c'est Ah ouais, tu c'est pensé pas à la ça? meilleure manière de finir.
Et en fait, j'ai utilisé mon couteau, heureusement, pour couper la capuche de ma veste qui était en jaune fluo. Et donc, il avait quelque chose, il pouvait voir un peu plus facilement. Et à un moment donné, il revient vers moi, il me tombe dessus et il arrive à m'attraper. Et puis, quand on regarde la trace GPS de ce qu'il a fait, en fait, il m'a tombé dessus par hasard. Oh, putain. C'était pas du tout dans l'un où il cherchait. Il commençait à chercher, il commençait à dire, bah là, je le trouve pas. Est-ce que je cherche dans la bonne direction ou pas? Et en réfléchissant, il avait tout droit vers une direction et il me tombe dessus. Donc voilà, c'était un peu, même juste d'y parler, y penser maintenant, ouais, c'est pas hyper rassurant, mais voilà, je me compte hyper chanceux d'avoir vécu ça pour Hmm. dire, bah Sam, il faut pas jouer. Lui, comment ça l'a impacté? Vous en avez parlé depuis? Est-ce que tu sais si ça a changé la manière dont il navigue quand il est avec enfin, quand il est pas solo sur le bateau? On n'a pas beaucoup parlé depuis, on a parlé un petit peu au moment. Lui, il a perdu son père, pas tout à fait le même scénario, mais en tout cas, son père a tombé à l'eau et il n'est jamais revenu. Et donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui a l'impact beaucoup déjà, qui l'a impacté beaucoup avant. Ça, c'était avant le 2011. Et donc, oui, oui, je pense que ça l'a impacté pas mal et sa manière de naviguer, sa manière de voir les choses, c'est sûr que ça l'a touché. Mais en gros, on a des gilets de sauvetage à bord pour pouvoir s'attacher, on a des balises pour pouvoir se retrouver facilement, on a 10 000 pièces de matériel à bord et une manière de faire qui sont prévues pour que ça n'arrive pas. Et c'était une grosse erreur, un gros erreur de ma part. Il n'y a Mmh. pas de façon de voir des choses, c'était ça. Ça t'arrive encore aujourd'hui de sortir sur le pont sans gilet, sans balise, sans être attaché? Non, pas comme ça. En fait, je dis pas que je suis attaché tout le temps parce que Ça dépend des conditions, j'imagine. ça dépend des conditions, ça dépend où on est, comment on est, etc. Mais c'est sûr que je vais pas à l'avant et j'équipe pas le cockpit sans un gilet de sauvetage, sans une balise dans ma poche et sans réfléchir à ces moments-là. Mmh. Quand on regarde ton parcours, au global, alors je disais en intro, enfin moi j'ai vraiment l'impression que ton histoire, c'est l'histoire de la résilience. Donc, il y a bon certaines, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais les grandes courses sur lesquelles j'ai trouvé des infos te concernant, 2 abandons sur la Transat Jacques Vabre pour, avarie, un dématage sur la route du Rhum, un problème technique en 2018, un problème technique sur une autre route du Rhum en 2022, où en gros tu te fais défigurer par un retour de winch, si j'ai bien compris. Ouais, Bref, on voit qu'il y a, enfin, je sais pas si si tu as un taux de malchance ou de soucis techniques plus élevé que la moyenne, mais ton parcours, c'est quand même celui de. Enfin, j'ai vraiment l'impression que skipper, navigateur pro, c'est être capable de se prendre des murs et de repartir. c'est sûr. En fait, je sais pas si j'ai plus de malchance ou moins de malchance que d'autres. C'est sûr il y en a un qui ont beaucoup de chance. François Gabin, il vient de sortir un documentaire quand gagner ne suffira plus. Bon, c'est sûr que c'est pas mon cas. Euh, Quand gagner suffit plus, je pense. Ben, bref, il a tout gagné, voilà. Mais après, à chaque fois que je regarde un scénario, je me dis que ça peut être pire. Il y a toujours pire pour quelqu'un. Et Ouais. j'ai toujours l'envie et je veux pas être abattu comme ça. Donc voilà, moi je me suis jamais posé la question. En fait, je me suis jamais posé la question après un de ces moments-là, est-ce que c'est pour moi? Sportivement et sur un niveau performance, je suis en 2000, on va dire 2019, 2020, j'ai commencé à poser la question, c'est est-ce que j'étais capable de jouer contre le meilleur et gagner des régates sur ce circuit-là ou est-ce qu'il fallait faire autre chose? Mais c'était pas lié au un dématage ou une casse technique ou quelque chose, c'était plutôt un petit creux où j'ai pas de résultat, où j'arrivais pas à faire avancer comme je voulais. Mais après, j'ai eu une année 2020 où j'ai fait une solitaire de Figaro qui m'a remonté le moral comme j'ai jamais eu, même si j'ai pas gagné. Ça m'a remonté le moral énormément. Donc voilà, il y a eu toujours un petit moment qui m'aide à remettre sur le rail et je suis content que j'ai pas lâché l'affaire. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle a eu de spécial, cette solitaire du Figaro en 2020? En fait,
déjà, les 2 regattes d'avant-saison, j'ai fini deuxième et puis je gagne, je crois, devant Amel Leclerc et devant Yann Eliès et devant 2-3 personnes qui, pour moi, étaient mes héros que j'ai admirés comme jamais. Le deuxième étape, je finis sur un podium avec Armel devant moi et Yann derrière moi, qui sont sur le regate phare de l'année où tu sais qu'il y a pas quelqu'un qui n'était pas en forme ou qui n'avait pas assez bonne voix, où il n'y a pas d'excuse. En fait, tout le monde est là pour gagner et je finis deuxième devant deux légendes pour moi. Et puis, le dernier étape, j'étais positionné pour faire une très belle perf, voire même pouvoir les gagner, qui n'était jamais fait par un Anglais depuis. Je pense qu'un Anglais n'a jamais fini mieux que cinquième ou dixième, ça dépend jusqu'à où on va, mais voilà. Et voilà, et donc je me suis retrouvé à jouer contre les meilleurs dans le monde de la voile. Et, euh, et même si le résultat final n'était pas top parce que j'ai eu un problème, ça s'est pas passé comme prévu sur les dernières, je pense que la remise de prix, il y en a sur le 35 qui sont passés sur la scène, il y en a 5 ou 10 qui sont dit un petit pensée pour Sam. Donc, en gros, l'acceptation ou la recognition de mes pairs dans le monde de la voile que j'étais quelqu'un dangereux et qu'il fallait faire attention, pour moi, c'était assez pour dire, ben, OK, tu mérites ta place, il faut pas lâcher. Hmm. Comment tu pourrais décrire ce sentiment, enfin ce que tu éprouves en te retrouvant sur le podium à côté, bah, tu disais de gens que tu admires énormément, qui font figure un peu de légende dans leur univers? Bah, c'est une énorme fierté, c'est sûr. Tu prends au moins, je prends un petit moment juste de penser à où j'étais 10 ans auparavant ou quand je lisais des magazines de mon père en 2004 à regarder Yann Eliès faire le Vendée Globe, par exemple, ou Armel Leclerc qui a gagné le Vendée Globe il y a quelques années. Et de dire, bah, attends, je suis là et c'est quand même génial. Et il n'y a pas si longtemps, je me pose la question si j'étais capable. Et je suis là par mérite. C'est une énorme, énorme fierté. Pour moi, c'est une plus grande fierté qu'avoir une victoire sur quelque chose où les gens ils disent bah, c'est génial, c'est la forme. Mais c'est ces petits moments-là où personne n'en parle, où en fait, c'est presque on est le plus fier. Au moins, j'étais le plus fier. En tout cas. Mmh. Il y a un adage, je crois, qui dit: «Vaincre sans péril, on triomphe, sans gloire». Alors c'est pas tout à fait ce que tu viens de dire, mais c'est un peu ça. J'ai l'impression, c'est la victoire facile, finalement, elle a pas vraiment le même goût, que la victoire dans l'adversité où tu t'es battu, comme un fou. Oui, 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 c'est sûr. Et je pense que le moment un peu dans le même style, c'est quand on se fait appeler pour être sur des équipages, des gros bateaux, on navigue avec des légendes de la voile et en fait, on nous a appelés pour venir naviguer avec eux. Et là, personne n'en parle jamais. Mais c'est pour juste avoir cette recognition de nos pères, pour moi, en gros, c'est ce qu'on a envie. Et là, tu fais référence à alors j'ai plus la date, mais tu es été appelé par, Desjoyaux, c'est ça, il me semble? Ah, il avait ce moment-là où Desjoyaux m'a appelé et je dis: «Mais attends, non, c'est une blague, c'est pas vrai». Il y a Michel Desjoyaux qui m'a appelé pour faire un tour du monde avec lui. Hem, après, ça s'est très mal passé après, mais c'est pas grave. Et il y a quand même Desjoyaux qui m'a appelé pour aller faire un tour du monde avec lui. Moi, c'est pas normal. Je suis Sam Sam l'anglais qui vient des Antilles, c'est pas Michel Desjoyaux qui m'a appelé pour faire un tour du monde avec lui. Ça, c'était sur la Volvo Ocean Race, c'est ça? Exactement, exactement, Ouais. oui, en 2014. Et Et il y en puis a eu l'autre d'autres? moment Tu un disais peu que c'était un des pareil, moments, c'est mais 2018 sur ouais. la route de Rome justement où je dématais. Donc le départ c'est en novembre, je pense que c'était en juillet. Et là il y a quelqu'un qui m'appelle en disant Sam, tu veux toujours faire la route de Rome? Je dis oui. Tu as toujours un bateau? Je dis oui, mais c'est un peu chaud, j'ai rien de tout. Je vais peut-être arrêter. Et il dit, bah, tu cherches toujours un sponsor? Je dis oui. Il dit, ok, bah, en fait, moi, je viens de Netflix. On veut faire un bateau Narcos Mexico pour faire la route de Rome en 2018. Est-ce que ça t'intéresse? Mais en fait, là, je tourne dans ma tête, mais c'est quel copain qui fait un blague, quel ami qui me fait un blague à la con? Et puis, heureusement, c'était pas le cas. Et en fait, ça s'est fait assez lunaire comme expérience. Mais voilà, c'est encore un de ces appels et on n'y croit pas. Ouais.
Ah, tu me fais une super transition sur un aspect, que je trouve très intéressant finalement alors, en particulier de la course au large, c'est que plus je discute avec des invités, je te parlais de Sacha avant, mais il y en a eu d'autres, qui n'ont pas forcément donné lieu à des épisodes, mais avec des gens en tout cas qui sont dans cet univers, plus j'ai l'impression, je sais pas en fait si je m'adresse à des sportifs qui font de la voile, ou à des entrepreneurs qui doivent trouver de l'argent et qui consacrent une petite partie de leur temps finalement à naviguer. Parce que quand j'entends, tu vois, les budgets stratosphériques qu'il faut trouver pour, alors une mini transat, j'imagine que c'est pas du tout pareil qu'une route du Rhum, ou une transat Jacques Vabre, mais c'est quand même des sommes qui sont astronomiques. Donc je serais un peu curieux de savoir comment est-ce que toi, alors là tu viens d'évoquer l'exemple de Netflix où ça t'est plutôt tombé dessus, évidemment pour plein de bonnes raisons, parce qu'ils t'ont appelé, voilà, c'est pour les bonnes raisons, tu le méritais, mais de manière générale, combien de temps est-ce que ça représente pour toi sur une année, cette recherche de financement? Et à quel point est-ce que tu dirais que c'est, ouais, que finalement, en fait, il faut avoir des compétences de marin, mais aussi des compétences de businessman? Ah, c'est sûr que c'est assez entrepreneurial entre trouver le financement et puis monter un projet qui peut être gérer un budget, qui peut être gérer une équipe technique, gérer des prestataires, gérer pas mal de choses. Et puis à un moment donné, on arrive à les naviguer. Des commandes, des plannings, il y a quand même pas mal de choses qui entrent là-dedans. Et si c'est un mini transat, on est entre guillemets un peu tout seul avec l'aide de quelques copains. Aujourd'hui, je suis dans un projet où on est, je sais pas, c'est pas mon projet, c'est pas moi qui gère, mais en tout cas, j'ai fait partie. On est deux bateaux avec 30 personnes à plein temps, avec là, en moment de chantier d'hiver comme maintenant, on a euh, autour de 5 prestataires, donc on est plus de 30 personnes dans l'équipe. Et ça, en gros, c'est porté par Thomas Rayon, qui est quelqu'un qui a fait le mini transat il y a quelques années aussi. Donc voilà, c'est sûr que assez vite, ça devient assez entrepreneurial. Et il y a des années où, entre guillemets, on ne fait que chercher des fonds et on navigue pas. Heureusement, ça n'arrive pas beaucoup. Et il y a d'autres années où on navigue pas mal plus et on a la chance d'être financé. Après, c'est sûr que c'est des gens qui nous financent, des sponsors. Comme tu dis, les sommes, ils sont non négligeables, ils sont assez importants. Il faut qu'ils se retrouvent parce que sinon, ça n'a pas de Mmh. sens. C'est pas juste, on cherche pas des gens gentils qui veulent nous payer à aller naviguer. Euh, donc, il faut qu'il y ait un retour pour ces partenaires aussi qui dépendent des partenaires. Ça dépend de ce qu'ils cherchent, qui veut. S'ils cherchent à améliorer leur image, s'ils cherchent à trouver plus des clients parce qu'ils sont plutôt dans le B2B ou le B2C, ils cherchent plutôt à être connus par le grand public. Ça dépend vraiment de qui c'est et ce qu'il veut. Donc, et chaque sponsor, c'est différent. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a quand même une bonne partie, entre guillemets, commerciale dans les projets voiles où pour financer nos projets, il faut avoir des partenaires et si on veut qu'ils restent, il y a certains sponsors qui restent dans la voile pendant 20 ans, 30 ans, c'est parce qu'ils voient la raison d'y rester. Mmh. Je trouve que c'est intéressant d'échanger sur cette partie parce que c'est un peu peut-être la face, immergée de l'iceberg, tu vois? Où on voit, la course au large, enfin globalement la voile de manière générale comme, c'est super, c'est l'aventure, finalement c'est se retrouver soi-même, c'est dépasser ses propres limites, mais il y a quand même des enjeux. Enfin, j'imagine que quand tu signes, avec, alors à l'époque, je sais pas si il faudra peut-être que tu m'expliques d'ailleurs comment c'est organisé aujourd'hui, mais j'ai Layton en tête, ton ancien sponsor, Netflix. Enfin, j'imagine que voilà, comme tu dis, quand il y a ces boîtes-là qui décident de t'accompagner financièrement, il y a forcément, comme tu l'expliquais, un retour sur investissement qui est attendu. Et toi, à titre perso, enfin, est-ce que c'est générateur du coup d'une pression supplémentaire? Par exemple, la route du Rhum, tu vois, ou 2018 où boum, Netflix arrive un peu au dernier moment et où finalement il y a un dématage, quoi, quelques jours après le départ, c'est ça? Oui, exactement, 3 jours Ouais, après, ouais. 3 jours après. Heu, est-ce que, enfin voilà, à quel point est-ce que ça devient, entre guillemets «un souci», enfin un souci, un challenge, une complexité supplémentaire à gérer cette relation avec les sponsors? Ben, c'est sûr que c'est la partie qui m'angoisse, qui me stresse, qui m'inquiète le plus. C'est cette partie recherche de sponsors. Il y a deux, trois moments que je me souviens. Il avait un qui est assez drôle. C'est Safran, euh, qui avait un projet Vendée Globe. Ils avaient fait un appel d'offres pour les skippers et ils avaient choisi 5 skippers potentiels.
Et donc, ces 5 skippers-là devaient aller à Paris pour rencontrer le patron de Safran et discuter de comment on allait visionner un projet voile ensemble. Et donc, je ne sais plus quelle année, c'était 2016 peut-être. Bref, je me suis trouvé à Paris en costard, où je suis vraiment pas à l'aise, dans une salle avec les directions de Safran, donc une énorme boîte, à essayer de vendre un projet voile et en français en plus. Et j'étais vraiment pas à l'aise en français. Je parlais, je savais pas vous voyez. J'ai parlé en tétois. C'est voilà, tutoyer, mais c'était compliqué. Euh, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai droit d'erreur énormément parce que je suis arrivé dans une salle de réunion en cravate à tutoyer les directions de Safran parce que je savais pas faire autrement. Et en fait, ils ont énormément apprécié le fait que j'ai fait un effort de parler en français. Mais bref, ça c'était un bel souvenir. Mais c'est sûr que cet entretien avec le sponsor, c'est ou le garder le lien avec eux et faire en sorte qu'eux, ils se retrouvent dans le projet. C'est la partie qui est le plus sensible et où il faut j'essaie de mettre le plus d'énergie pour faire en sorte qu'on se trouve dans des partenariats où tout le monde a envie d'être là. Mmh. Est-ce qu'au stade où tu en es maintenant, ce travail-là, il est plus facile dans le sens où, bah, voilà, dans l'univers de la voile, tu as quand même acquis, une très grosse notoriété assez rapidement. Donc est-ce que maintenant, finalement, c'est un peu plus confortable dans le sens où les entreprises viennent vers toi plus fréquemment? Ou est-ce que ça reste, même au plus haut niveau, un vrai enjeu d'arriver à trouver des partenaires, régulièrement, à chaque fois pour, voilà, repartir sur une nouvelle course? Euh, En fait, j'ai énormément de chance aujourd'hui, c'est que je travaille avec Layton depuis 5 ans et là, on s'est trouvé dans un projet où on a monté ensemble avec un autre sponsor qui s'appelle Advance, donc, qui sont nos sponsors principaux du projet. Donc, on est deux sponsors dans le projet. Euh, et donc, j'ai énormément de chance d'être suivi par ces deux partenaires financiers-là qui m'apporte énormément. Après, je me dis pas que si jamais ça s'arrête pour une raison ou une autre avec Advance et Layton, que je vais en trouver quelqu'un d'autre facilement parce que maintenant je suis connu. Mmh. C'est pas, c'est pas ma manière de voir des choses. Je me dis pas que ce soit facile. Je pense pas que ce soit facile. J'ai envie et j'essaie de passer mon temps à être sûr que Advance et Layton se retrouvent dans le projet pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Après, je me dis pas du tout que ça soit facile à trouver d'autres. Donc, Ouais. je sais pas. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ces deux partenaires-là. On a un bel projet où on fait de belles choses et l'idée, c'est d'en profiter tant qu'on peut et de faire en sorte que ça dure le plus longtemps que possible. Voilà. Et donc Layton et Advanced, c'est ces 2 sponsors-là réunis qui font les bateaux For the Planet, c'est ça? Exactement. Donc, Thomas Rayon a fait le Vendée Globe en 2019, en 2020, pardon, avec un bateau de 2019. Et son sponsor principal pour tout ce projet-là, c'était Advance. Et moi, depuis 2019, j'ai travaillé avec Layton, où on a fait des classes 40, donc c'est les 40 pieds, pardon, et puis les 50 pieds multicoques, et puis maintenant l'IMOCA. Et donc, en 2023, on a monté un projet où il y a Advance qui ont les deux bateaux. Ils ont construit un nouvel bateau pour Thomas Rayon. Et donc, ils ont cherché un skipper pour l'ancien. Et donc, moi, ils savaient que j'avais envie d'être là. Layton avait envie de me suivre dans ces projets-là. Donc, on a trouvé un arrangement avec Advance, avec ces deux bateaux et l'écosystème. Ils ont construit un nouvel bâtiment pour gérer l'équipe à Lorient. Et ils avaient une bonne partie de l'équipe déjà en place. Donc, on a monté une autre partie de l'équipe pour un deuxième bateau. Et je suis venu avec Layton. Je sais pas si je te perds. Non, non, c'est clair. Donc voilà. OK. On a un projet aujourd'hui qui est Advance Layton, géré par l'entreprise de Thomas Rayon qui s'appelle TAR. Et on a deux bateaux qui s'appellent For People et For the Planet. Donc moi, je suis skipper de For the Planet, qui est un bateau de 2019 qui a fait le dernier Vendée Globe avec Thomas Rayon. Et Thomas, donc le bateau For People, c'est un bateau de 2023 où il attaque son troisième Vendée Globe en fin d'année. OK, bah, écoute, merci en tout cas de nous avoir éclairé sur la partie, sponsoring. C'est un peu plus clair pour moi, donc je pense que ça le sera aussi pour, l'audience. Si on revient peut-être sur la partie, course au large, moi je serais curieux de savoir, alors je discute souvent avec mes invités qui viennent de l'univers de l'aventure, l'aventure avec un grand A, que ce soit partir faire de longs voyages, faire, des
des traversées de pays à pied ou à vélo. On parle souvent un peu des grandes phases des projets. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec toi. Là, finalement, on a parlé de la phase plutôt de préparation, la recherche de sponsors. On a un petit peu évoqué voilà, la phase, on va dire, d'exécution, mais on n'a pas encore parlé de la phase après, quand tu reviens à terre. Donc, je serais curieux de savoir, comment est-ce que tu vis ça quand tu pars sur de longues courses, que tu es tout seul, que globalement, bah, tu vois pas grand monde, que tu as peut-être quelques échanges par téléphone satellite avec peut-être avec ta famille, avec des médias et autres, mais que globalement, tu es solo dans ta coque. Comment ça se passe une fois que tu reviens à terre et qu'il n'y a plus toutes ces émotions intenses, qu'il n'y a plus cet isolement et que tu n'es plus en mode extra vigilance à pouvoir compter que sur toi-même pour globalement rester en vie. Bah, en fait, on essaie de maintenant, j'ai une petite fille qui a 18 mois, donc ça change quand même un petit peu la donne, quand on revient à la maison, de voir comment elle a changé et vouloir en profiter un peu de passer le temps avec la famille. Ça, c'est sûr que ça a changé un petit peu. Et sinon, les années sont quand même assez chargées. Là, si on prend l'année 2024, là, on est en janvier, on est en chantier, donc les bateaux sont en chantier. On passe pas mal de temps à regarder l'année, vérifier on est tous calés sur le même timing, le même planning de mise à l'eau, de régates, etc. On parle avec l'équipe technique pour être sûr qu'eux, ils travaillent sur le sujet qui nous intéresse et que on utilise nos ressources humaines et temps au maximum. Et puis on essaie de reposer un peu. Et puis une fois qu'on est en mode régate, c'est parti. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a très peu de moments au calme. Hmm. J'imagine c'est pareil avec beaucoup de tes invités, des aventuriers, c'est que si on n'est pas en aventure, on est en train d'organiser Ouais. ou planer un autre. Et je pense qu'il nous pousse des gens comme nous, même toi aussi, c'est de se préparer au mieux pour que quand on se trouve dans l'aventure, on est le plus préparé que possible. Hmm. Et alors justement, c'est quoi les grandes phases de préparation bah, d'un Vendée Globe? Le Vendée Globe, on n'en a pas encore parlé. Tu l'évoquais, c'est dans moins d'un an, ça y est. C'est quoi les grandes étapes, en tout cas les gros focus que tu as pour cette préparation? Il y a une énorme partie qui est technique. C'est des bateaux qui sont quand même assez complexes, assez techniques, très prototypes. Et c'est pas un bateau qu'on achète sur un boat show ou sur un salon nautique et puis c'est parti, on part sur le Vendée Globe. C'est des bateaux qui sont complètement, quasiment faits sur mesure et des systèmes à bord. Donc il y a beaucoup de techniques. C'est apprendre comment s'en servir des systèmes, comment les réparer si jamais ça casse. On a une équipe technique qui est assez importante derrière qui sont là pour nous assister, mais en fait, le plus qu'on les connaît, ben, il y a moins de chances qu'on va les casser. Parce qu'il faut Parce que dire, la plupart du temps, il y a un problème, c'est normalement parce qu'on a fait quelque chose de pas bien. ouais, Et puis, donc, pouvoir réparer, donc il y a une énorme partie qui est connaissance des systèmes. Il y a tout le parti perf, donc c'est-à-dire des voiles, choisir des voiles, faire les choix de tous ces projets. Je pense, si on était 50 avec un budget 2 fois plus grand, on ne va pas avoir assez de temps et pas avoir assez de l'argent non plus. Donc, on est ouais. toujours en train d'optimiser les ressources qu'on a à disposition. Donc, c'est toujours en train de dire, bah, OK, là, est-ce que c'est mieux d'acheter une voile neuve ou d'investir dans un spécialiste de sommeil, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et c'est toujours en train d'arbitrer où est-ce qu'il faut mettre mon temps, mon énergie, mes moyens pour avancer le plus, bah, pour avoir la meilleure chance pour un, finir et deux, faire un perf. Donc c'est vraiment c'est hyper polyvalent comme on a déjà parlé un peu côté sponsor, mais même juste côté technique. Il y a des systèmes électroniques à bord, des systèmes hydrauliques, des systèmes de pilote automatique où il faut les régler sur tout le réglage de comment ils passent les vagues, comment ils accélèrent, décélèrent. Il y a tous les sujets voiles où on a 8 voiles à bord. Donc, il faut décider quelles 8 voiles en prendre. Est-ce qu'il faut prendre deux qui sont presque pareils pour pouvoir avoir un spare si jamais on casse un? Est-ce qu'il faut prendre deux pour qu'on ait plus optimisé, mais si jamais on perd un, on a un vrai trou? Euh, et puis, c'est sans fin, mais c'est ça qui est passionnant en fait.
Voilà, j'ai un peu perdu la question, mais Non, non, mais c'était ça les grandes phases de la préparation, d'une course comme le Vendée Globe. Donc tu disais la partie, technique en fait, et puis, voilà un peu les extras type préparation, enfin ouais, gestion du sommeil et autres. Mais alors sur les bateaux, donc technique, c'est-à-dire que, et tu me dis si je me trompe, mais, moi ce que j'ai compris, c'est que les IMOCA, ces bateaux, il y a que des IMOCA sur le Vendée Globe. Donc c'est des bateaux, ce que tu disais, qui sont pas des bateaux de série, c'est globalement des prototypes faits sur mesure, pour chaque course. Quand tu dis que techniquement c'est pointu, c'est quoi? C'est l'architecture du bateau qui est très spécifique, donc il faut que toi tu le maîtrises parfaitement? Ou est-ce que c'est aussi les systèmes embarqués qui sont très, très, très pointus technologiquement, où là il y a de l'hydraulique, enfin de l'électronique, hydraulique, et cetera, ce que tu évoquais, et donc il faut être en mesure de tout connaître là aussi, très, très bien? c'est surtout les systèmes de bateau, entre guillemets, l'architecture de bateau, la forme, et on peut changer certains éléments, mais c'est des gros travaux qui prennent beaucoup de temps. On est assez figé avec ce qu'on a. Mais par contre, le système à bord, c'est là où il y a plus de chances d'avoir des problèmes. Il y a quelqu'un sur le dernier Vendée Globe qui a abandonné parce qu'il avait plus d'ordinateur de bord, donc il avait plus de GPS, il savait pas où il était. Un autre qui a fait un tour de monde sans système satellite parce que ça a planté, il n'a pas réussi à parler avec la Terre euh, efficacement pour regarder la météo. Il y a un autre qui est son hydraulique a cassé, donc il pouvait plus basculer sa quille. Donc c'est surtout les systèmes de bord. Après, dans l'architecture du bateau, il y a les structures. Parfois, on a des soucis structurels. Donc, on prend des choses pour pouvoir réparer des soucis structurels mineurs, pas des grosses, mais certains. Donc, oui, oui, c'est surtout des systèmes de bord qui fait en sorte que c'est un sport qui est très technique. Et donc le Vendée Globe, on est d'accord que c'est, donc sans assistance, sans escale. Par contre, tu peux communiquer. C'est pas comme, tu peux avoir toi des échanges avec la terre ferme, pas comme la Mini Transat où il y a pas du tout de communication. Exactement. Donc, nous, on peut parler avec l'équipe technique, il peut nous conseiller. Et c'est en fait, c'est un peu une discussion dans la classe aujourd'hui. C'est exactement où est la ligne de assistance, non-assistance. Mmh. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir d'assistance avec la stratégie et la perf. Et on peut s'arrêter, mais on peut pas aller à terre et on peut pas avoir quelqu'un monter sur le bateau et on peut pas récupérer quelque chose de quelqu'un. D'accord. Donc Euh, tu peux t'arrêter pour réparer, pour être en gros à l'abri, dans un port, mais personne doit t'aider. Ben, même pas dans un port, on peut se mettre au mouillage, mais on peut pas aller dans un Ah, tu port. peux pas aller dans un port, d'accord. Non, OK. non. Et je pense qu'il y OK. a quelqu'un qui s'est arrêté au Kerguelen et il y a quelqu'un qui a monté sur son bateau juste pour l'aider avec un amarre. Et en fait, il était disqualifié. Waouh. Donc, c'est OK. vraiment l'idée, c'est que tu es tout seul et tu te débrouilles tout seul. Et OK, si tu veux te mettre à l'abri d'une cape ou dans un bail pour avoir la mer plate et des conditions calmes pour réparer, tu peux. Mais c'est pas pour avoir l'aide extérieure ou avoir le Ouais. matériel extérieur. On se rapproche, doucement de la fin, Sam. Tu évoquais tout à l'heure le fait que, bah, tu es maintenant, papa, donc c'est sûr que ça voilà, que ça change peut-être, en tout cas la façon dont les retours, sur la terre ferme, se font. Comment est-ce que, d'un point de vue vie de famille, est-ce que le projet Vendée Globe du coup, enfin comment est-ce que tu arrives à marier les 2? Parce que je suppose que c'est extrêmement, prenant. Tu vas être parti pour, tu vises d'ailleurs? C'est officiel le temps que tu vises ou pas vraiment sur le Vendée Globe? Ben, le temps que j'ai vu, c'est un peu plus vite que tous les autres. Mais OK. le temps que ça dépend beaucoup de la météo. Le record, c'est 74 jours, 75 jours. C'est-à-dire la dernière édition, donc il y a 4 ans, ils n'ont pas battu le record, même avec des bateaux qui vont plus vite parce que les conditions météo étaient moins idéales. Mais on parle de 2 mois et demi, à peu près. 2 mois et demi, 3 mois. Et ça, du coup, d'un point de vue, familial, comment tu vas l'aborder? Parce que ça va être la première fois que tu pars aussi longtemps depuis que tu es papa? Non, j'ai parti faire un tour de monde l'hiver dernier en escale, donc on pouvait s'appeler, on pouvait parler un peu plus, mais c'est quand même, ma fille avait pas mal changé entre le moment que je suis parti et le moment que je suis revenu. Donc c'est pas tout à fait la première fois, mais c'est sûr que ça fait pas que c'est plus simple. Mais c'est sûr que j'ai une femme qui est très patiente, qui aide. Et c'est aussi, comme on parle depuis le début, c'est l'histoire de ma vie. C'est pas, Ouais.
C'est pas juste un one-off que j'ai fait parce que j'ai envie. C'est tout ce que j'ai voulu faire de toute ma vie. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas une surprise. C'était entre guillemets un peu prévu que j'avais envie de faire ça. Donc, et ça, c'est sûr que ça aide de comprendre. Et c'est sûr que pour Julie qui reste à la maison à gérer les enfants et gérer la maison, c'est presque plus dur pour elle. C'est même plus dur pour elle que pour moi. Pas de la même manière, mais essayer de gérer tout ça tout seul, c'est pas évident. Mais j'ai la chance dans le fait que c'est partie du contrat, entre guillemets. Ouais. Excellent. Peut-être pour conclure, de quoi est-ce que tu as particulièrement hâte avec ce Vendée Globe? Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu attends avec impatience? D'être parti. C'est sûr que je ne sais pas si c'est le même avec les autres aventures, mais en tout cas, nous, c'est le plus proche qu'on est de départ, le plus que c'est stressant. Et puis, une fois qu'on est parti, c'est parti et c'est plus le moment de stresser parce que c'est trop tard. Et oui, le moment qu'on passe la ligne de départ et on dit, on y est, c'est sûr que c'est le moment. Peut-être Vendée Globe, ça sera différent, mais en tout cas, jusqu'au-là, c'est le moment où on est vraiment dans notre Vendée Globe, on est dans notre régate et on n'a plus le temps de stresser de ce qui peut se passer mal ou pas mal. Fabuleux. Écoute Sam, un immense merci. C'était absolument génial de t'avoir sur le podcast, que tu nous dévoiles un petit peu ton parcours, quelques anecdotes marquantes. Moi, je suis quand même vraiment très impressionné par les 45 minutes, les 40 minutes dans l'eau avec ton coéquipier qui a réussi à te récupérer, Conrad, entre autres. Mais voilà, super parcours, super échange. Est-ce que toi, il y aurait éventuellement un message que tu voudrais faire passer à toutes celles et ceux qui peuvent avoir, peut-être comme toi, il y a une quinzaine d'années, des projets un peu fous, où leur entourage leur dit « Ouais, bon, faut quand même vendre des globes, ouais, t'es sûr, c'est un peu gros. » Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire peut-être à ces personnes-là en particulier? Ça va sûrement pas être simple, mais lâche pas parce que si tu as envie, tu vas arriver. Donc, si moi, je suis arrivé à faire de Vendée Globe après 20 ans, ça veut dire que tu peux arriver et tout le monde est capable. Donc voilà, attends pas que ça soit facile, mais je pense aussi l'autre chose qui m'a énormément montré, c'est que si toi tu montres que tu y es et tu as envie d'y être, des gens te suivent, des gens t'aident. Ouais. Et attends pas que quelqu'un le fait pour toi. Excellent. Génial. Un grand merci Sam. Je te souhaite une excellente fin de préparation pour ton Vendée Globe. Donc le départ, je rappelle, 10 novembre 2024. Au moment où on enregistre, ouais, dans 10 mois. Punaise, dans 10 mois. Oui. Un peu moins de 10 mois même. Et puis écoute, si les gens veulent te suivre d'ici là, le mieux c'est quoi? C'est Instagram, c'est un site internet? Nous, on est plutôt réseaux sociaux, donc Instagram pour les contenus un peu plus soft, on va dire, et puis on essaie d'alimenter LinkedIn aussi pour contenu un peu plus sérieux. Ok, génial. Mais voilà. Merci à toi, Loïc, c'était un plaisir d'échanger. Et puis, écoute, on se donne rendez-vous une fois que tu as franchi la ligne d'arrivée en 77 jours, un jour plus rapide que François Gabard. Exactement, ça m'a très bien. On fait ça. Merci beaucoup, Sam. Super, merci Loïc. Merci d'avoir écouté cet échange avec Sam jusqu'au bout. Pensez à partager l'épisode autour de vous. Si vous appréciez Les Frappés et que vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plein de manières de le faire. Abonnez-vous, laissez une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute, celle que vous utilisez actuellement. C'est une première méthode très efficace. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs. Ce sont des auditrices et auditeurs qui décident de soutenir financièrement le podcast à partir de 1 € par mois. Le lien est en description de l'épisode. C'est sur le site tipeee, tipeee.com. Et là, vous cherchez Les Frappés, vous me trouverez. Et vous pouvez enfin tout simplement parler à fond autour de vous du podcast pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.